Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble le dossier Netflix. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans y être abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Netflix. On est au plus haut depuis 10 ans. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à l'action ou est-ce qu'il faut au contraire vendre si on la détient? On va regarder ça ensemble. Le chiffre d'affaires, donc on est sur une croissance médiane de 25%, c'est très élevé. La croissance s'est bien normalisée depuis 2022-2023, autour de 6,5%. Donc, est-ce qu'on arrive sur un marché à maturité? Peut-être le cas sur le streaming. Il y a de la concurrence en plus, peut-être que Netflix perd des parts de marché. Donc ça, c'est une analyse que vous devez faire de votre côté par rapport au contexte concurrentiel. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est une croissance qui commence à diminuer. Il y a un peu d'acquisition sur la période si les chiffres de Coifin sont corrects, avec 1,550 milliard d'acquisitions, mais guère plus. On va continuer avec l'analyse des taux de marge. Le taux de marge brut est en bonne augmentation sur 10 ans, on est au plus haut sur 10 ans. Donc le groupe arrive à monter de plus en plus ses prix, et à mon avis il n'a pas un niveau d'avantage concurrentiel, mais il est quand même leader du marché, donc il peut augmenter ses prix, et donc ça se reflète bien dans ce taux de marge brut. Le taux de marge d'EBITDA a bien suivi ce hausse du taux de marge brut. Il a un niveau élevé à 26,5%, donc il y a une bonne efficience opérationnelle, et le taux de marge net également arrive à bien suivre l'évolution du taux de marge d'EBITDA, donc là-dessus on arrive à bien améliorer, en tout cas à maintenir l'efficience financière du groupe, parce que ça suit bien le décalage des taux de marge. Donc là-dessus, on est de mieux en mieux sur Netflix. Le management est de plus en plus efficient, on a de plus en plus de pricing power, donc ça c'est très positif. Continuons l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, c'est pas terrible, on est positif en free cash flow seulement depuis 2024. Auparavant, on faisait que des free cash flow négatifs. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est en cumulé évidemment, mais si on se met sur 5 ans, on a réussi à être positif à partir de 2021. Donc bon, on va voir ça par la suite dans le free cash flow non cumulé, mais du coup on a les bénéfices nets qui sont bien plus élevés que les free cash flow, et on a du mal à les convertir ces bénéfices nets en free cash flow. Donc quelle en est la raison? Regardons ce qui se passe du côté des capex, où on a une dépréciation amortissement qui est à peu près seulement la moitié des capex, donc on passe des énormes capex pour alimenter la croissance, pour conquérir des parts de marché, et ça semble payer puisque le groupe peut monter ses marges, donc on a à mon avis gagné des parts de marché pour le groupe. Ça c'est très bon, et ça peut expliquer ce différentiel en fait, et finalement par la suite on va pouvoir quand même améliorer ce différentiel et avoir des free cash flow qui recollent, puisque si on se place sur 3 ans, c'est en train de se rétablir. Est-ce que sur un an on est à peu près équivalent, donc on va commencer à avoir des bénéfices nets des free cash flow qui correspondent aux bénéfices nets. Conversion, rentabilité du groupe. On était sur une rentabilité médiane honorable de 12%, et actuellement on est sur le plus haut de rentabilité à 21%. Donc ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on était auparavant dans une phase de forte croissance pour attraper les parts de marché sans soucier de la rentabilité, et puis on voit que depuis, on va dire, depuis 2020, on a commencé à améliorer sérieusement la rentabilité. Il y a eu un creux en 2023, mais finalement on était quand même sur la période à un niveau plus élevé que la médiane, et là on arrive à un point haut de la rentabilité, donc c'est maintenant que Netflix a commencé à sérieusement générer du cash pour pouvoir ensuite le rendre aux actionnaires éventuellement. Donc ce qu'on voit ici, c'est très très bon. Est-ce qu'il y a de la dette chez Netflix? Il y a un peu de dette. Ça peut s'expliquer par le fait qu'on était sur une croissance très élevée, que la rentabilité était finalement assez faible, et que du coup on a besoin de dette pour pouvoir alimenter la croissance. Maintenant qu'on a une rentabilité élevée, on n'a plus besoin de s'endetter, donc on va pouvoir baisser ce niveau de dette là, qui représente plus fois les l'EBITDA, donc ça va rapidement descendre, et en plus ça représente un tout petit peu plus qu'une fois les free cash flow. Donc en un an, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de dette sur Netflix si le désendettement est dans la politique d'allocation du capital du management. On voit aussi par ailleurs que les free cash flow sont devenus positifs, à part cette petite incursion en territoire négatif, mais ils sont devenus positifs depuis 2020, et depuis ils sont
quasiment tout le temps positif, hormis ce creux-là. Donc ça c'est plutôt très bon. On arrive maintenant à générer des cash flows de manière récurrente, et c'est très positif. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Netflix? Pour l'instant, on n'a pas de dividende, c'est normal, parce qu'on n'est pas dans une société qui entre en phase de maturité. Là, on entre dans une phase de croissance un peu plus faible, mais une phase de rentabilité. Est-ce que le groupe rachète ses actions? À partir de 2023, le groupe a commencé à racheter des actions, donc faire attention à l'échelle ici, mais il y a eu quand même des rachats d'actions. Donc avant ça, c'était dilution constante. C'est classique dans les big tech américaines, de la tech, dans les big tech américaines, on paye ses ingénieurs en stock options, et donc ça dilue régulièrement les actionnaires, évidemment. Depuis 2023, ça a l'air de changer, donc ils payent toujours en actions, mais par contre, ils rachètent leurs actions pour atténuer cette dilution et de rendre du cash aux actionnaires. Est-ce que le rendement total de l'actionnaire est élevé? Non, il est un peu faible quand même, à 1,5%, mais ça peut augmenter, ça a augmenté depuis 2023. Là, ça a un peu rebaissé en 2024, faut voir, parce que à partir de 2,5-3%, ça commence à être intéressant comme rendement total de l'actionnaire. Est-ce que le niveau de valorisation justifie que le groupe ait racheté ses actions? Regardons ça. On va se mettre en price to free cash, en valeur entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a de la dette. Et là, on voit que, en absolu, ça décoiffe un peu. On est sur du 57 en médiane. Actuellement, il y a une décote, si on peut dire. Alors, à partir de 2023, ça avait vraiment du sens de racheter des actions, parce qu'on était sérieusement décoté par rapport à la médiane historique. Donc, là, ça avait du sens. Au niveau actuel, est-ce que ça a du sens? À mon avis, pas vraiment. Parce qu'on est quand même sur un multiple, bien sûr, c'est multiple 12 derniers mois, mais bon, c'est un multiple élevé. Ce sont des sociétés de croissance, donc normalement on les valorise avec de la croissance. Si on regarde ce qui se passe en next 12 months, on est quand même toujours élevé. Il faut peut-être regarder à 12 mois dans 2 ans, quoi. Là-dessus, pour moi, c'est trop élevé comme multiple pour un investisseur value. Pour de la croissance, évidemment, finalement, je veux dire, on regarde pas les multiples, mais quand même. Alors, conclusion du dossier Netflix. À mon avis, le cours est un peu élevé quand même. On est sur des multiples vraiment très élevés. Il n'y a pas de retour à l'actionnaire pour pouvoir patienter. Donc, toujours pareil, sur les sociétés de croissance, soit on est un investisseur très long terme, c'est-à-dire 15 à 20 ans, et dans ce cas-là, le multiple qu'on va payer aujourd'hui n'a pas d'intérêt, puisque au fil des ans, on va pouvoir on peut encaisser une moins-value de 50%, c'est pas grave, puisque on est quasiment sûr qu'il y aura de la croissance des bénéfices, et que du coup on retrouvera son point d'entrée, et puis au bout d'un moment on aura des dividendes qui vont être en augmentation, et puis une appréciation du capital, ça c'est sûr. Mais à quel horizon de temps, ça va dépendre vraiment du taux de croissance. Si on a un investisseur qui veut faire un gain en capital sur, on va dire 12-18 mois, il vaut mieux passer son chemin, le multiple est trop élevé. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la sur vos réseaux sociaux, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.